Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'est un sujet vaste, complexe et qui n'a pas de réponse simple dont on va parler aujourd'hui. Un sujet sur lequel on pourrait faire 2 heures d'émission tant il regroupe des enjeux sécuritaires, des enjeux de lutte contre le grand banditisme, des enjeux liés à la surpopulation carcérale, mais aussi des enjeux de santé publique et de droits humains. C'est la question des drogues qui sera au cœur de notre émission ce soir. Comme chaque année au mois de juin, la campagne internationale supporte Don't Punish soutient qu'une autre politique drogue est possible, une politique basée sur l'arrêt des poursuites judiciaires pour les consommateurs et sur un droit à la santé pour tous. Pour clôturer cette campagne de mobilisation, on vous propose ce soir un dialogue croisé entre un magistrat, un travailleur social et un bourgmestre. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors déjà, bonsoir à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous présente en quelques mots. On a d'abord Damien van der Meersch. Vous êtes magistrat à la Cour de cassation et membre de la commission de la réforme du Code pénal. Code pénal qui sera mis en place en septembre prochain, donc ce nouveau Code pénal. Boris Herman, vous êtes le coordinateur du service Drugscare, un service donc d'aide et de soins spécialisé en assuétude et attaché au Centre d'action laïque du Luxembourg. Donc, vous travaillez principalement sur la réduction des risques avec un accueil bas seuil, comme on dit, un public en grande précarité, mais aussi des personnes comme vous et moi, j'ai envie de dire, loin de l'image stéréotypée qu'on peut avoir des toxicomanes. On va en parler. Et Jean Spinette, vous êtes le bourgmestre de Saint-Gilles, membre du Parti socialiste. Saint-Gilles qui a connu de nombreuses fusillades ces derniers mois liées au trafic de drogue. Saint-Gilles qui a sur son territoire aussi l'une des plus vieilles prisons de Belgique. Vous êtes aussi un ancien président de CPS, donc on va dire que c'est des thématiques que vous connaissez bien. Alors, j'ai envie d'introduire le débat avec une question assez large, sur lesquelles j'ai envie de vous entendre peut-être tous les trois en termes d'introduction, enfin voilà, pour introduire un peu le sujet. La logique sécuritaire dans laquelle on est aujourd'hui en matière de gestion des drogues, est-ce que pour vous, elle est compatible avec une logique de santé publique ? Alors je sais, c'est large, mais peut-être juste pour lancer un peu le débat. Qui a envie de commencer ? Je veux bien commencer. En fait, peut-être ne pas opposer les deux, parce que la logique de santé publique part de la situation. C'est vrai que les drogues, l'usage excessif, l'addiction aux drogues peut constituer un problème de santé publique. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que la réponse sécuritaire, et il faut reconnaître dans une enchère répressive dans laquelle on est vraiment enfermé, est-ce que c'est la bonne réponse ? Et c'est là que je pense qu'il faut vraiment ouvrir un débat. Et d'ailleurs, c'est un débat qu'on n'a pas voulu lié au code pénal, précisément parce que le code pénal, c'est un peu une législation, des incriminations, des infractions qui étaient appelées à perdurer dans le temps. Et notre souhait était vraiment que par rapport à la loi de 1921 qui contient ces infractions aux stupéfiants, que cette loi soit revue et soit effectivement faite l'objet d'un débat, parce que notre constat est que pour le moment, on remplit les prisons, mais on remplit les rues aussi de dealers de stupéfiants. On voit que les organisations criminelles s'organisent de mieux en mieux et font de plus en plus de profit. Donc il faut quand même se poser la question, est-ce que la réponse qu'on donne actuellement est une réponse adéquate ? En fait, il faut raisonner très, très pragmatiquement en termes d'efficacité. Est-ce que c'est efficace ou pas ? Mon constat est en tout cas que ce ne l'est pas et qu'il y a peut-être une possibilité de travailler en étapes, mais ça, je suppose qu'on l'évoquera. C'est ça. Et alors, je précise juste, parce qu'effectivement, vous en parliez déjà, on estime plus ou moins, selon un rapport d'Eurotox, que 50% des personnes qui sont en prison aujourd'hui, ils sont pour des faits liés en lien avec drogues. Des faits stupéfiants, mais dans des registres très différents. Voilà, ça peut être la consommation, ça peut être le deal, ça peut être des faits commis sous l'influence de la drogue ou pour pouvoir acquérir de la drogue, par exemple. Mais voilà, c'est une norme, c'est un chiffre assez large. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajoute que la vision sécuritaire voudrait qu'on peut éliminer l'usage ou le trafic de stupéfiants. On part aussi du constat qu'une société sans drogue n'existe pas ou n'a potentiellement jamais existé. Donc partir de ce principe et d'accepter aussi le fait que un système répressif peut avoir aussi une forme de contradiction avec des politiques de réduction de risque sont aussi un fait qu'on veut souligner. Mmh. Moi, je n'opposerai absolument pas les deux. Jamais on ne l'a fait d'ailleurs. Saint-Gilles, malheureusement, est tristement dans l'actualité à cause de la consommation de drogue et surtout les guerres entre
entre dealers qui ont donné lieu à des fusillades ou à des vengeances sur des maisons de particuliers comme on avait pu connaître à Anvers. Soyons clairs, on est membre de la charte de Francfort depuis 1990 à Saint-Gilles. On a 7 associations de réduction des risques, un service de prévention qui est très à l'écoute et très en action sur les questions de réduction des risques et d'accompagnement. Moi-même, comme collaborateur au Parlement pour un jeune député du nom de Julien Huttendal qui était attaché à la dépénalisation et à la modification de la loi de 1921, j'ai dû travailler comme technicien à ce qu'on puisse utiliser la compétence prévention en région bruxelloise pour permettre l'ouverture de salles de consommation à moindre risque, pour sortir la consommation problématique de l'espace public et l'encadrer et conduire les gens vers le soin, pour ne pas se limiter à l'action pénale. Et ça a été tout un art. Malheureusement, c'est très cher à mettre en place parce que pour pouvoir utiliser les compétences usurpées, on a dû mettre un cadre beaucoup trop restrictif avec un appui médical très important, un nombre d'experts suffisant qui fait qu'une salle de consommation coûte de 2 à 4 millions pour être géré avec tout le personnel sur base annuelle et bâtiments compris. Donc c'est une politique difficilement soutenable vu le cadre actuel de la loi de 1921 et il faudrait qu'on évolue là-dessus. Donc je rejoins ce propos-là. Par contre, c'est vrai que sur le volet répressif, j'ai parfois l'impression en fait qu'on n'est pas nécessairement conscient des réalités. Moi, je parle de capitalisme de la drogue. Je ne suis pas sûr que la politique répressive qui consiste à taper sur les dealers, taper sur les dealers va servir à grand-chose. On remplit la prison de Saint-Gilles avec des personnes non porteuses de papier. Donc c'est un centre fermé à ciel ouvert, j'ai envie de dire, vu son état, et où ce sont tous des gens liés au trafic de drogue qui sont quelque part impliqués, voire embrigadés, voire même exploités dans cette filière, qui est un capitalisme de la drogue qui ne cache absolument plus son nom, qui est organisé par les réseaux sociaux et structuré de manière hiérarchique et séparée. Donc on est face à des organisations criminelles. Et en Belgique, on a souvent été naïf. Peut-être qu'à Saint-Gilles, on a été naïf. On a mené des politiques de prévention, des politiques policières liées à l'ordre public où on tapait sur le dealer. Mais on n'a jamais attaqué le problème et on change maintenant. On n'a jamais attaqué ce problème de démantèlement de l'économie formelle par l'économie informelle, le blanchiment de l'argent de la drogue et de filières non officielles. On doit travailler à couper les racines. J'utilise souvent cette expression. On a beaucoup coupé les orties. Chaque printemps, on est tout fier parce qu'on a un jardin dégagé. Et le printemps suivant, c'est reparti mon kiki parce qu'on n'a pas coupé les rhizomes dans le terrain. Et c'est vrai qu'avec le procureur du roi, ce follow the money qui est déployé maintenant, c'est un vrai travail de fond de désincruster l'argent que rapportent ces filières de la drogue dans nos quartiers. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions de légalisation, de formalisation, de double circuit ? Ça, c'est ça la base du débat. Mais aujourd'hui, no pasarán, il faut que ces organisations criminelles quittent le terreau de nos villes, qu'on désincruste ça, parce que ça a une influence néfaste de filières, de recrutement, d'engagement, de détournement, de plein de choses qui ne sont pas possibles. Et j'ai envie de dire, c'est et, pas ou. Ouais, on doit mener une politique sociale et on doit mener une politique répressive. Et souvent, la politique répressive, parce qu'on dit qu'on condamne l'utilisateur, bof, on a juste, nous, envie de sanctionner l'utilisateur. Le procureur a utilisé cette expression que j'utilisais déjà, qui est l'utilisateur récréatif. Moi, quelqu'un qui vient avec une limousine, acheter dans un point de drogue d'un quartier populaire, en venant d'un quartier riche de Bruxelles, pour s'acheter de la cocaïne, alors qu'il sait que c'est un endroit où il y a des fusillades et qu'on organise la guerre, on a une responsabilité sociétale qui doit être sanctionnée. On ne valide pas un point de deal qui génère autant de violence, autant de risques populationnels pour son propre plaisir. Les autres utilisateurs qui utilisent la drogue et qui en sont malades, c'est une maladie de notre société, c'est une maladie au sens strict, doivent être accompagnés et doivent faire l'objet d'un care et pas du tout de sanctions, mais au contraire d'un vrai accompagnement volontariste. Alors, je me tourne vers vous, Boris Herman. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de vous faire réagir et on va rebondir là-dessus. Mais alors, peut-être une première réaction par rapport à ce qui vient d'être dit et aussi sur le fait que la loi actuelle freine justement la réduction des risques parce que vous faites de la réduction des risques. Mais en quoi cette loi actuelle et cette interdiction, en fait, qui existe aujourd'hui, cette prohibition des drogues, vous freine dans la réduction des risques ? Elle peut le faire en cachant des pratiques, notamment, en stigmatisant l'usage et donc l'usager, de manière... ici, c'est sans doute une autre réalité, évidemment, je viens de la province de Luxembourg et non de Bruxelles-Ville, mais je pense qu'il y a quand même des parallèles à faire. Je pense qu'il y a énormément de personnes, une grande proportion des personnes qu'on suit, notamment via l'accueil Basseuil, qui ont peur de se diriger vers le soin, parce que
avoir des mauvaises expériences, des stigmatisations, et encore plus difficile pour eux de venir auprès de leur médecin en avouant une consommation de drogue dite illicite. C'est un phénomène qu'on a beaucoup moins avec l'alcool. L'alcool est réglementé, ça tout le monde le sait. Et je pense qu'il y a des facilités, je pense que notamment en termes de prise en charge dans des centres de cure, voire de post-cure. Pour la province de Luxembourg, on a, je pense, moins de 5 lits pour des personnes en centre de cure qui souhaiteraient rentrer dans un centre de cure. Ça en dit long, je trouve, en termes aussi de délai, de prise en charge. On accompagne presque toutes les semaines aussi des personnes dans des parcours de soins, encore une fois, dans les centres de cure hors province. Donc ça souligne, j'imagine aussi, un manque de moyens. On pense peut-être aussi qu'il n'y a pas de consommation en milieu rural, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que la loi actuelle vous permet, parce que je sais que vous faites par exemple du testing de produits, vous faites des choses comme ça, la loi actuelle vous permet quand même de faire ça, ou c'est toujours très compliqué? Il n'y a que Modus Vivendi qui fait, je pense, et Execo, si mes souvenirs sont bons, qui font du testing ici en Belgique. Ils l'ont d'ailleurs fait, on a organisé, parce qu'on fait de la réduction des risques aussi en milieu festif. On avait le week-end dernier un stand de réduction de risques et de prévention à un festival du côté de Vielsalm. Et il y avait aussi un testing qui a été mis en place pour notamment les consommateurs pouvoir tester leurs produits, et évidemment que ça a potentiellement sauvé des vies. Ça, évidemment, c'est aussi une des raisons de l'application de la réduction de risque. Et donc, oui, globalement, on a des effets où, là, ici, c'était du bon vouloir aussi, une volonté des politiques locales qui ont accepté qu'on mette ce dispositif en place. Mais c'est un des exemples. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Damien van der Merch, vous l'avez dit, le nouveau code pénal, il ne s'est pas vraiment attaqué à cette problématique parce que vous avez estimé qu'il fallait plutôt s'attaquer à la loi de 1921. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait justement faire avec cette loi? En quoi cette loi de 1921 qui aujourd'hui condamne et criminalise les drogues, en quoi il faudrait la modifier? Alors, parce que c'est un débat, il faut reconnaître, politique très, très délicat et très controversé. Je pense qu'il y a certains malentendus de départ. C'est d'abord de croire que si on réglemente certaines drogues, ça va les encourager. Toutes les études criminologiques démontrent le contraire. C'est au contraire l'interdiction qui crée ce marché extrêmement lucratif, illégal, et on voit que pour le moment c'est vraiment en croissance capitaliste, comme il vient d'être dit, qui est créé précisément par l'interdit. Alors je pense qu'une première étape, et c'est peut-être ça qui peut être entendu, c'est quand même de faire la distinction entre le cannabis et les autres drogues. Alors certains disent, oui, mais le cannabis mène aux autres drogues. Oui, parce qu'il est interdit et qu'il représente le même interdit que les autres drogues, alors que pour moi, c'est quand même quelque chose de fondamentalement différent. Moi, qu'on m'explique la différence entre l'alcool et le cannabis, je parle l'addiction à l'alcool et l'addiction au cannabis, ils sont tous les deux aussi mauvais. Donc je ne dis pas que c'est bon, je dis qu'ils sont tous les deux aussi mauvais, mais on a des politiques totalement différentes. Totalement opposé. Pour l'alcool, on réglemente, on taxe, on prévoit une politique aussi de découragement, mais qui accompagne cette réglementation. Ici, pour le cannabis, on a interdit et moi j'en suis témoin dans les dossiers, les plantations de cannabis, ça rapporte, C'est ça le problème. Ça rapporte drôlement et pas mal d'argent. J'étais étonné en me disant, tiens, le cannabis par rapport aux autres drogues, c'est quand même pas la même division. Eh bien non, les plantations de cannabis, c'est assez facile à mettre sur pied, je veux dire matériellement, et ça rapporte. Et alors, ce sont des trophées pour les policiers qui démantèlent une plantation de cannabis. Mais on sait malheureusement qu'avec cette interdiction et ce marché artificiellement créé par l'interdit, ça va ressurgir ailleurs, parce que toujours c'est lucratif, parce que c'est interdit. Et donc je pense qu'il faut vraiment pouvoir penser, en tout cas au niveau du cannabis, à pouvoir réglementer. Ça ne veut pas dire... Alors le terme légaliser, ça veut dire permettre, tolérer, encourager. Non. C'est l'image que ça a dans le grand public. On se dit souvent, oui, ça va être tout permissif. Et c'est pour ça que je parle de malentendu. C'est réglementé. La cigarette aussi, c'est pas bon.
Mais on n'utilise pas l'arme répressive, on ne met pas les gens en prison parce qu'on fume ou parce qu'on vend des paquets de cigarettes. On a pensé en disant, il y a une autre logique. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est pas évidemment libéraliser complètement, c'est réglementer en créant un cadre, et ce serait déjà une première étape. Alors on se rend compte que pour les drogues plus dures, on pourrait envisager une démarche allant dans le même sens, mais là, il faut le faire à un niveau plus européen, plus mondial, puisque là, effectivement, on est à une échelle d'un autre type, mais pour le cannabis, on a des expériences qui sont développées dans d'autres pays, et le retour dit en tout cas que c'est... En tout cas, au niveau prison, c'est mieux, soyons clairs, et qu'au niveau même santé publique, je pense que ça a de bien meilleurs résultats, parce que ce n'est plus clandestin, ce n'est plus artificiellement, les prix ne sont pas artificiellement. Alors, les prix qui ne seront pas à la baisse, on va taxer, on va créer des prix, et puis on va interdire pour certaines catégories de population, les mineurs d'âge, tout ça peut être réglementé, mais aujourd'hui, on vend l'alcool, on vend les cigarettes dans un certain cadre réglementaire qui a évolué. Alors peut-être prenons en compte cette évolution. Mais aujourd'hui, on vend des drogues aussi légalement, quotidiennement, dans les pharmacies. Il faut quand même le savoir. Donc, la réglementation peut permettre précisément d'éviter ce côté d'image tout à fait permissive, mais non, de créer vraiment un cadre structuré, je dirais responsable par rapport à quelque chose qui est problématique. L'addiction au cannabis comme l'addiction à l'alcool, ce sont des addictions très problématiques. On n'a pas fait de calcul peut-être de la population des prisons par rapport à l'alcool. Ce serait intéressant, mais je peux vous dire que malheureusement, l'alcool et l'alcool agressif, ça crée beaucoup, beaucoup de dégâts. Ouais. Voilà. Alors, je vous laisse réagir, Boris Herman, et puis Jean Spinet. Je fais très vite, mais c'était justement par rapport à la réglementation, il y a énormément de modèles différents sur lesquels on peut aussi se baser. On ne peut pas comparer évidemment le modèle uruguayen, par exemple, au modèle certains États des États-Unis. Je pense au Colorado. Là, on est évidemment dans des systèmes qui sont beaucoup moins vertueux, libéral, et donc il y a les nouveaux Starbucks, comme on dit, je ne veux pas faire de pub, mais du cannabis qui émergent, et leur but premier est de vendre un produit. Le modèle uruguayen me semble, par exemple, un petit peu plus vertueux, beaucoup plus vertueux d'ailleurs, parce que l'État gère de la production à la délivrance, favorise aussi l'émergence de Cannabis Social Club, par exemple, où il y a un contrôle vraiment aussi des taux de THC, parce que ça, c'est aussi un des effets négatifs de ce qu'on peut noter. Le cannabis de rue, entre gros guillemets, déjà n'a plus grand-chose de naturel, ça c'est un fait, mais il y a des taux de THC qui deviennent complètement délirants. On passe 30% de THC dans du cannabis de rue, alors qu'au niveau de l'Uruguay, on le limite à 9%, ce qui est... Oui, évidemment, si on réglemente, on peut aussi réglementer ça, la quantité et la qualité du produit. De santé publique. Ouais. Mais du coup, Jean Spinet, quel est votre regard de bourgmestre où effectivement vous avez des produits qui sont interdits, mais qui sont disponibles, on le sait, dans différents quartiers de votre ville. Quel est votre regard sur une proposition de réglementation, d'avoir vraiment quelque chose qui soit plus réglementé? Moi, à titre personnel, avant d'être bourgmestre, j'y étais très favorable. C'est vrai qu'il y a le volet sécurité et ordre public qui m'a sauté aux yeux maintenant, où ces filières et cet enrichissement sans cause, horrible et juste inadmissible. Et les questions de sécurité. À Saint-Gilles, on ne va pas se mentir, on est plutôt dans une commune assez progressiste. Et la plupart des gens sont assez ouverts à la légalisation de l'herbe et du hashish. Mais soyons clairs, ici on est face à un phénomène qui nous dépasse grandement, avec une production industrielle. On a décuplé les quantités, le prix de la cocaïne a diminué, on a des produits très agressifs qui sont sur le marché. Et donc nos gentils Saint-Gillois et Saint-Gilloises, en fait, ils ont été confrontés à des gens, un peu comme fin des années 80 à Saint-Gilles, où on avait des héroïnomanes qui se baladaient. Ici, en fait, dans les entrées d'escalier des jolies maisons, on s'est retrouvé dans les entrées de métro avec des gens complètement défoncés, agressifs, qui cherchent de la menue monnaie pour s'acheter de la drogue, qui agressent tout le monde, qui font peur. Et donc, tout aussi progressiste et ouvert à la question que soient mes concitoyens. Et à un moment, ils ont dit, ça suffit, là, maintenant, il faut de la police, il faut régler ça. Il y a un vrai phénomène de dégradation. On a des publics de la rue qu'on connaît depuis longtemps, qui se dégradent à une vitesse VV' avec des produits horribles qui sont mis sur le marché par des gens sans scrupules. Donc oui, il faut une régulation. Mais nos officiers de police qui ont parfois l'occasion de voyager, quand ils reviennent de grandes villes américaines démocrates et qui voient de la consommation autorisée, ils voient quand même des gens complètement défoncés, perdus dans les quartiers. Donc ça n'a pas nécessairement
nécessairement été la solution. Comme en toute chose, c'est pas simple, c'est plusieurs volets en même temps et tous en même temps, pas des essais de l'un puis on passe à l'autre en ne mettant pas toutes les politiques en place. Il faut changer la loi de 1921, il faut accompagner, encadrer, soigner, conduire vers le Caire, mais on a des publics très 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 éloignés. Aujourd'hui, les moyens sont difficiles à mettre en œuvre, impayables, on ne va pas se mentir dans le contexte budgétaire dans lequel on se trouve, et donc ces gens sont laissés à eux-mêmes dans une désespérance et une déshérence qui pose problème pour les autres qui habitent la ville et où on doit mettre quelque chose en place. Et le problème, c'est que dans ces matières de drogue, c'est l'offre qui crée la demande. Ces gens viennent avec des nouveaux produits moins chers que testent nos publics fragilisés et ils se retrouvent embrigadés. On voit des gens qui sont... Enfin, tant que c'était le joint, ils étaient cool, assis et tranquillous. Mais maintenant que c'est des opiacés hyper puissants ou des niveaux de drogue très très puissantes, on n'est plus dans le petit joint à papa aujourd'hui. On est dans des trucs très très violents. On voit ces gens agresser tout le monde, rentrer dans les magasins, renverser tout, voler tout ce qui est possible de voler, rentrer dans les caves. À Saint-Gilles, pour plein de citoyens, c'est devenu invivable. Donc progressiste, ouvert à la légalisation, mais demandant qu'on agisse sur les mafias et les gens qui s'enrichissent en tuant des gens, parce qu'on ne va pas se mentir, il n'y a pas que les fusillades. En fait, les fusillades, c'est un petit haut de l'iceberg. Ici, on a en dessous des actions criminelles qui tuent des gens et qui foutent leur santé en l'air. Donc là, il y a une vraie action à mener. Et donc j'ai envie de dire c'est « et ». Et oui, la commissaire aux drogues, Ine van Memersch, utilise souvent cette image de l'iceberg. On a le haut de l'iceberg qui est le deal et les fusillades, mais on a tout ce qui est en dessous. Et pour ça, il faut réchauffer l'eau pour que l'iceberg fonde. Ça veut dire casser les filières de blanchiment, ça veut dire casser les filières non viables, peut-être construire des filières officielles. Bon, après, on va mettre des axes tellement, donc il y aura des filières parallèles. Mais en tout cas, de pouvoir encadrer la pratique, de la surveiller et d'arrêter ce tabou, parce que les jeunes essayent tout. Et donc, effectivement, il faut vraiment qu'on travaille à réadapter. Et la tolérance qu'on a laissé entendre, parce qu'il y a eu des politiques pénales qui disaient pour une petite quantité, on ne va pas poursuivre le consommateur. Pas de problème. Mais du coup, ça a laissé entendre dans la population que c'était OK. Moi, j'ai vu une maman qui se plaignait que Place Bethléem, il y avait des dealers qui se tiraient dessus. Elle jouait avec ses enfants Place Bethléem devant l'école. Puis elle a eu envie d'un petit joint. Elle est montée chercher la drogue chez le dealer du coin. Je suis pas OK avec ça, en fait. On valide des gens dangereux dans notre quartier qui jouent avec la santé. Et quand le petit dealer qui est arrêté, qui a des joints, il dit « Jure les grands dieux qui n'ont que des joints », on vide les poches, Rohypnol, médicaments en tout genre, cocaïne, non-truc, les analyses sont horribles. On a un mix de choses super dangereuses qui sont sur le marché. Et moi, par mes fonctions anciennes, je connais quand même pas mal de SDF et j'ai l'habitude de travailler avec ce public. Ils sont dans un état et ils se dégradent à une vitesse terrible. Et un phénomène qu'on néglige, c'est le phénomène de l'absence de politique d'accueil en Belgique. L'absence de politique d'accueil et le renvoi vers les villes comme Bruxelles de tout ce public qui reste en rue en fait des victimes potentielles pour l'embrigadement ou pour la consommation, mais en tout cas pour la désespérance. Et je pense que cette question de dignité humaine réservée à des gens qui devraient faire l'objet d'un accompagnement, un encadrement, un soin ou un retour dans un pays démocratique, vu qu'il n'y a pas de régulation de ce dossier-là non plus, ces gens-là sont aujourd'hui les victimes de ces filières parce qu'ils sont dans la désespérance. Boris Herman, vous avez un accueil bas seuil à Drugscare. Est-ce que, du coup, s'il y a un vrai accompagnement de ces personnes en situation de dépendance, est-ce qu'il y a moyen de faire un vrai travail avec ces personnes ? Bien sûr, mais ça doit être en complémentarité avec différents services. Je vais parler sur ce que je connais, donc la province de Luxembourg. L'accueil bas seuil est basé à Arlon. On a évidemment une convention avec un autre service d'aide et de soins qui est une équipe là pluridisciplinaire, médecins, généralistes, psychologues, psychiatres. Et donc on peut faciliter les parcours de soins, mais comme je le disais tout à l'heure, on est toujours limité par notamment la cure, la post-cure, ce type de parcours coince toujours à un moment avec un public qui a tendance aussi à se marginaliser, à être loin d'un parcours de soins. Donc c'est tout ce qu'on abordait, c'est de se dire que l'addiction n'est pas seulement une faute individuelle. Quand on a ici d'un phénomène aussi large, et c'est toujours cette question que je me pose plus ou moins tous les jours, mais comment que ça se fait qu'il y a autant de personnes qui se dirigent vers des produits psychoactifs ? Pour quelles raisons ? Nouveaux produits, parce qu'on entend qu'il y a effectivement beaucoup de nouveaux produits. Potentiellement de nouveaux produits, mais ici, notamment
beaucoup de stimulants. J'allais dire presque l'avènement du crack depuis le Covid, mais qui s'explique aussi pour des raisons géopolitiques. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est vraiment ici ce qu'on voulait vraiment souligner, c'est qu'un phénomène social, c'est aussi un phénomène social, donc c'est à prendre en charge collectivement, mais donc c'est évidemment... Ça veut dire que si les gens vont vers ce genre de produit, c'est qu'il y a aussi une raison et qu'il y a des raisons derrière. Tout à fait, je me pose toujours la question de savoir à quel niveau de désespoir, en sachant par exemple, connaissons maintenant un produit comme l'héroïne, qu'est-ce qui fait quand on tend une seringue à quelqu'un, il se dit tiens, ça va être une bonne idée que je m'injecte ce produit. C'est toujours cette notion, je parle de l'héroïne, mais j'aurais pu parler d'autres, mais l'héroïne par injection, globalement tout le monde sait que c'est un produit très addictif, que ça peut amener toute une série de problèmes, et même en sachant ça, prendre quand même ce produit, ça pose évidemment une question, mais ça en dit long aussi peut-être sur la prévention. Je reparle encore de la province de Luxembourg, on est un des rares services, et on le fait encore de manière, parce qu'on ne peut pas répondre à toute la demande, mais à faire encore de la prévention en milieu scolaire. Et on remarque à chaque fois qu'on y va que les jeunes sont relativement mal informés sur ces thématiques-là. Donc voilà, tant qu'on n'investit pas, encore une fois, c'est un jeu d'équilibre. Évidemment, c'est des piliers. Il y a la répression, il y a le traitement, il y a le soin et il y a la réduction de risque, la prévention. Enfin, tout ça doit s'équilibrer. Alors, Damien Van der Meer, je vous ai vu prendre des notes. Alors, peut-être que vous avez envie de réagir avant que je vous pose une question. Oui, parce que c'est vraiment une problématique qui a plusieurs facettes. Et je rejoins tout à fait. Problème de la demande, et demande qui est différenciée. Je crois que moi, j'ai été juge d'instruction il y a 20 ans. C'était l'héroïne, Maintenant, la cocaïne a quand même fort développé. Et on n'a pas encore vu les drogues de synthèse, et notamment le fentanyl qui vient des États-Unis. Il est redoutable, il entraîne la mort. Et c'est considéré aux États-Unis, lors des festivals, comme une drogue récréative. Donc, il y a vraiment une problématique là par rapport à des populations qui sont un peu différentes. Populations très vulnérables, où, moi, je dirais la drogue, souvent on se drogue parce qu'on n'a pas de raison de ne pas se droguer. En fait, pour sortir de la drogue, il faut surtout avoir des raisons de ne plus se droguer, parce que c'est de la merde, ils disent tous, c'est de la merde. Mais vous avez maintenant aussi la drogue qui a ce côté un peu plus récréatif, et alors qui vient avec les limousines, etc., qui crée aussi, à ce moment-là, qui encourage terriblement ce marché illégal. Et puis, il y a l'autre aspect, évidemment, du marché illégal qui est terriblement lucratif. Alors là, je veux quand même donner une précision, c'est que notre code pénal est bien plus redoutable pour tout ce qui est le plus lucratif. Donc, en termes de possibilités d'amende, Pour le nouveau code pénal, oui, vous voulez dire celui qui vient être assez pénal, sévère, de confiscation, donc organisation criminelle, tout ça, on a des possibilités données au juge, pour autant qu'on parvienne à saisir les montants, et bien entendu, là, il y a évidemment une dimension internationale, mais si on parvient à mettre la main sur l'argent, on a vraiment maintenant des moyens juridiques qui sont extrêmement larges et qui peuvent, je dirais, jusqu'à présent, on pouvait confisquer l'argent de la drogue, maintenant on pourrait aller jusqu'à 3 fois à titre de peine pécuniaire, 3 fois le montant du bénéfice opéré. Donc, plus simplement récupérer l'argent de la drogue, mais aller beaucoup plus loin. Mais tout ça, évidemment, nécessitera alors des moyens pour mettre la main sur les montants qui sont, malheureusement, dans certains pays, notamment à Dubaï, où des fois, ils extractent les personnes, mais ils n'extractent pas l'argent. Enfin, c'est évidemment tout à fait paradoxal. Ouais. J'ai eu l'occasion cette semaine de travailler avec le groupe Libera et Basta, une association belge installée à Saint-Gilles qui travaille sur base du modèle sicilien et où justement après l'assassinat des 2 juges, la société civile s'est remontée pour qu'il y ait des confiscations avec réemploi social, parce qu'effectivement il y a la confiscation d'argent. Notre procureur aime bien confisquer les voitures aussi, parce qu'il sait très bien que ça plaît beaucoup aux dealers d'avoir une belle voiture. Mais j'aime beaucoup l'idée italienne qui a été ajoutée, qui est dans une directive européenne non encore transposée aujourd'hui, c'est la confiscation pour réemploi social. Et donc on confisque la maison des dealers qui est souvent acquise avec les moyens de la drogue, et au lieu de la revendre pour financer le trou de l'État belge ou la justice qui est sous-financée, on réaffecte la maison dans le quartier. Je suis allé voir des modèles au large de Naples où une maison confisquée par un juge a été confiée à un commissaire qui a procédé à l'arrestation de la mafia locale, et c'est aujourd'hui un centre pour personnes handicapées qui est dans une moitié de la maison. L'autre moitié est obtenue par héritage, mais une moitié est le fruit de la drogue. La maman de la mafia regarde les enfants jouer dans le grand parc pour aider. J'ai vu une grande agricola de
production de vin, où des jeunes anciens consommateurs de drogue ou anciens détenus sont aujourd'hui dans la production sociale de vin qui se vend très bon, qui est en plus excellent. Je fais une petite page de publicité, Sento Passo. Et effectivement, ce vin est produit par des ex-toxicomanes dans la maison d'un mafieux, avec tous les champs. Et donc, c'est vrai que ce travail de société, parce qu'il y a la sanction, et la notion de sanction, je parle aux spécialistes du code pénal, peut aussi avoir une réconciliation sociale. Et c'est vrai que dans nos quartiers, les grands Manitou, les one again, c'est les dealers. C'est eux qui ont la grosse voiture, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui aident tout le monde, c'est eux qui donnent le là. C'est vrai que si on leur confisque la maison et qu'on en fait un outil pour une association de jeunesse ou un centre de réduction des risques dans le quartier et que ça sert à tout le monde, ben on est dans un retour sociétal direct et peut-être que la désincrustation de ces organisations criminelles et mafieuses peut s'opérer avec une réconciliation sociale. Je me tourne vers vous, Damien Van der Meersch, on arrive à la fin de l'émission, mais juste peut-être un mot sur cette... Est-ce que c'est possible aujourd'hui, le code pénal permet de faire des confiscations, par exemple, comme on l'a vu là ? La confiscation, par exemple, de l'immeuble, de la voiture, tout ça, on peut sans problème le faire, puisque je vous disais, on peut exécuter donc toutes ces peines qui sont en termes financiers qui peuvent être plus que significatives sur les biens des personnes. Maintenant, évidemment, il y a toujours des stratégies de blanchiment pour essayer de faire évacuer évidemment l'argent illégal, mais il faut savoir qu'on a possibilité de saisir et de confisquer l'argent légal, donc la maison officiellement légalement, parce que l'illégal se trouve à Dubaï ou ailleurs. Donc, ces possibilités existent, mais je pense que la proposition ici, ce qui est faite de donner du sens à la peine, et c'est dans le nouveau code pénal aussi, la restauration du lien social. Donc ça aurait du sens peut-être à travers de peines comme ça qui en même temps seraient de suite symboliquement utilisées, enfin on en ferait une destination plus concrète. Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. Oui, et pourquoi pas effectivement en termes de réduction des risques et accompagnement des consommateurs, ce serait une piste en tout cas à envisager. Alors je vous l'avais dit, on aurait pu faire 2 heures d'émission, on doit déjà s'arrêter là, mais merci beaucoup déjà de nous avoir donné des pistes, et je pense en tout cas une des choses sur lesquelles vous êtes assez d'accord, c'est qu'il faudrait arrêter l'immobilisme actuel et envisager effectivement une autre politique drogue. Je voudrais juste dire aussi un mot sur une association qui est installée en région bruxelloise, qui s'appelle Transit, et qui aujourd'hui fait face à des coupes budgétaires importantes aussi. Et donc qui est notre opérateur de référence, c'est le meilleur. Ici on touche à Transit et c'est eux qui portent les 2 salles de consommation. On porte à l'essence même de la lutte éducaire dans la lutte contre le fléau de la drogue. Aujourd'hui, on annonce 23% de coupes. Et qui ont l'expérience depuis... Moi, je connais Transit depuis que je suis dans le pénal. Et donc, ils ont accumulé avec le temps une expérience extraordinaire qu'on ne peut pas perdre. Ouais, et peut-être juste, effectivement, alors pas Transit, c'est aussi des opérateurs que vous connaissez, mais j'imagine que voir des opérateurs comme celui-là qui risquent la faillite si ils sont pas aidés là d'ici les mois qui viennent ou les semaines qui viennent, Boris Herman, c'est une catastrophe pour les consommateurs. Oh, bien sûr, évidemment c'est toujours et pour la société de façon invisibilisé, mais là ici ce qu'il y a, c'est que ça se voit évidemment une SBL comme Transit qui viendrait déjà qui perd du personnel, clairement ça va avoir un impact énorme. On travaille assez régulièrement, que ce soit avec Transit, que ce soit avec Modus, en tout cas avec des associations ici à Bruxelles, mais je pense que c'est le cas aussi en Wallonie, évidemment que ça va se faire ressentir, ça, c'est une certitude. On aura l'occasion d'en discuter. Merci beaucoup à tous les 3, merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir.